Nous avons Israël. Il y a, je crois, une motion au Parlement pour dissoudre la Knesset. Forte pression sur Netanyahou là-bas. Il y a aussi l'Iran. L'appel téléphonique entre Trump et Netanyahou. Les médias israéliens N12 ont rapporté cette citation de Donald Trump. « Je veux que tu mettes fin à la guerre », aurait-il dit. Il ne s'agit pas seulement de l'accord sur les otages qui pourrait être conclu, c'est les deux. Cela concerne Gaza et l'Iran. Terminez-le. La guerre s'épuise d'elle-même. Mettre fin à cette guerre aidera dans les négociations avec l'Iran et aussi avec les Saoudiens, en disant qu'Israël doit retirer l'option d'attaque de la table. Voici ce qu'a déclaré le général Eric Kurilla, commandant du CENTCOM. Si le président en donnait l'ordre, le CENTCOM est-il prêt à répondre avec une force écrasante pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire? J'ai fourni au secrétaire à la Défense et au président un large éventail d'options. Considérez cela comme un oui. Oui. Parlez de ce qui se passe ici, non seulement en ce qui concerne Israël, mais aussi de cette dynamique plus large que nous observons entre l'Iran et les États-Unis. Je veux dire la première chose, parce que j'étais en Iran pendant une semaine, il y a environ 2 semaines, et donc j'ai beaucoup discuté avec des gens. Le sentiment général, c'est qu'ils ne savent pas s'il y aura un accord ou non. Ils sont très sceptiques parce qu'ils ont l'impression en réalité que les Américains ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Leurs conditions, leurs exigences changent tout le temps. Un camp dit une chose, l'autre revient avec autre chose. Donc ils ne savent pas vraiment où ils en sont. Mais l'opinion généralement est largement partagée, c'est que même s'il n'y a pas d'accord, ils prendront le risque. Ils accepteront ce risque. Parce qu'un accord aujourd'hui n'apporterait pas autant d'avantages aux Iraniens que beaucoup de gens le pensent, car une grande partie de ce qui constituait des sanctions dans le cadre du JCPOA a changé. Par exemple, la Banque centrale, qui était initialement sanctionnée avant 2015, ainsi que la Compagnie nationale du pétrole, ne sont plus sanctionnées dans le contexte du JCPOA concernant l'enrichissement de l'uranium, mais elles le sont pour leur soutien aux Palestiniens. Ensuite, il y a la CAATSA, une autre série de sanctions imposées depuis, et depuis cette époque, le lobby a promu des projets de loi qui exigeraient que tout accord soit approuvé par le Congrès, lequel aurait la possibilité de l'annuler à la majorité des 2/3. Donc, quand on y regarde de plus près, y aurait-il un grand changement? Y aurait-il une levée massive des sanctions? Eh bien, vous savez, ce n'était pas du tout l'expérience lors de la première mise en œuvre du JCPOA, c'était même plutôt l'inverse. Et puis, il ne s'agissait pas seulement des sanctions officielles. Il y avait aussi les sanctions informelles. Lorsque Trump a retiré les États-Unis de l'accord, l'idée était que l'Europe pourrait continuer à faire des affaires avec l'Iran dans le cadre du JCPOA. Mais cela ne s'est pas produit. Pourquoi? À l'époque, je suis allé voir les banques et j'ai demandé ce qui se passait à Londres. Je suis allé déjeuner au conseil d'administration ou quelque chose comme ça, et ils m'ont dit, « Écoute, Alastair, tu sais, la semaine dernière, nous avions un représentant du Trésor américain assis ici, à ta place, et il a été très clair. Il a dit, écoutez, vous avez sans doute remarqué qu'un certain nombre de banques européennes ont reçu de très lourdes amendes pour blanchiment d'argent ou manque de vigilance. Il a dit, ne traitez pas avec l'Iran. Il vaut mieux ne pas traiter avec l'Iran. Et ils ne l'ont pas fait. Donc, je veux dire, il ne s'agissait pas seulement des sanctions officielles. Il s'agissait de la question de l'ensemble. Donc, pour revenir à votre question, il y a en quelque sorte le sentiment que ça va être beaucoup plus difficile d'obtenir quelque chose. Et l'Iran n'abandonnera pas le droit à l'enrichissement. C'est inclus dans le TNP. Le TNP, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ne fixe pas de limite à l'enrichissement. C'est pas inclus dedans.
On peut enrichir jusqu'à 99% selon le TNP. Il n'est pas dit qu'il ne faut pas le faire. Ils ont l'intention de le faire. Toutes les propositions qui viennent des Américains sont assez douteuses. Ils suggèrent qu'il pourrait peut-être y avoir un consortium établi qui fournirait l'enrichissement initialement en Iran. Et à mesure que ce consortium se mettrait en place, l'infrastructure iranienne serait détruite. Ensuite, le consortium disparaîtrait, ne serait plus en Iran et s'en irait. En d'autres termes, l'Iran se retrouverait dans la même situation qu'il connaît depuis un certain temps, sans aucune source d'uranium pour faire fonctionner ses réacteurs. C'était le cas du réacteur médical de Téhéran, le réacteur de recherche, qui sert principalement à produire des isotopes médicaux, des médicaments, etc. C'est très important et largement utilisé dans les processus nucléaires pour la médecine. Il y a quelques années, ils ont manqué d'uranium enrichi à 20%. 20%, c'est très loin de ce qu'il faut pour fabriquer une arme. Mais ils n'avaient plus d'uranium enrichi à 20%. Et qu'est-il arrivé? Ils ont trouvé des vendeurs, ils ont trouvé des gens prêts à leur en vendre. Et l'Amérique a dit non, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc ils savent que s'ils perdent l'enrichissement sur place ou à l'intérieur de l'Iran, l'Amérique peut à tout moment dire « On coupe le robinet, on n'aime pas ce que vous faites, on coupe le robinet, et votre industrie et tout ce qui dépend de l'énergie nucléaire s'arrêtera. » D'un côté, vous avez Israël, qui poursuit bien sûr son offensive à Gaza. Il y a l'incident de la flottille pour Gaza. Mais il y a aussi une situation où Trump semble être présenté comme faisant pression sur Netanyahou pour mettre fin au carnage et au génocide à Gaza. Mais en même temps, nous avons presque déjà été dans cette situation plus tôt pendant son administration. Que pensez-vous des implications pour Israël ainsi que pour la situation régionale? Alors que les discussions entre les États-Unis et l'Iran se poursuivent. Eh bien, la première chose à comprendre, et ce n'est ni controversé, ni vraiment sujet à débat, c'est qu'Israël n'est pas capable, de manière substantielle, d'attaquer l'Iran, et certainement pas ses installations nucléaires. Je tiens à préciser que même les bombes anti-bunker les plus puissantes dont disposent les États-Unis, les GBU-57, ne peuvent atteindre qu'une profondeur de 66 mètres. Même les armes nucléaires les plus récentes ne peuvent pas dépasser 500 mètres. Et elles devraient être transportées par un B-2, avec seulement 2 bombes par avion. Les installations nucléaires iraniennes sont situées à un demi-mille de profondeur, sous une montagne, au moins 800 mètres, voire plus, et pas dans un seul puits. Cela descend, puis part dans une direction, puis dans une autre. Ils ne sont pas en mesure de les détruire. Ni Israël, ni les États-Unis ne sont susceptibles de pouvoir les détruire. Il faudrait environ 200 bombes nucléaires pour atteindre une telle profondeur à l'intérieur d'une montagne. Toutes les centrifugeuses sont montées sur des châssis résistants au séisme et absorbants, de sorte qu'elles peuvent même supporter de grandes explosions, ou je ne me souviens plus à quel niveau sur l'échelle de Richter, mais un niveau élevé de, disons, séisme là-bas. Donc ils ne peuvent pas faire ça. Ce qui se passe vraiment, c'est que Netanyahou est désespéré. Vous avez raison de dire que la situation en Israël est presque au bord de la violence civile interne, car la moitié de la population, si l'on veut, la population israélienne la plus occidentalisée, européanisée, considère qu'un coup d'État est en cours. La partie de la droite, ce qu'ils appellent la droite messianique, est en train de mener un coup d'État. Il modifie discrètement la situation politique à Gaza. Smotrich annexe discrètement l'ensemble de la Cisjordanie et Ben Gvir change toutes les règles sur l'esplanade du temple, le Haram al-Sharif, Al-Aqsa, en permettant à de plus en plus de colons d'y accéder, en préparant le terrain pour le sacrifice. Il y a donc un grand changement en cours.
et cela suscite énormément de controverses. La violence est intense. La police attaque les familles qui réclament le retour des otages, comme s'il s'agissait de Palestiniens. Il se montre vraiment cruel envers elles. Et il y a ce sentiment que Netanyahou ne respecte plus aucune loi. Il s'est débarrassé du chef du Shin Bet, Ronen Bar. Il est également en train de limoger la procureure générale, même si elle affirme qu'elle ne partira pas. Et rien ne se passe. Et il progresse dans cela. Il est malade, il a un pacemaker pour son cœur, il a subi diverses opérations, il est profondément souffrant, il doit régulièrement interrompre ses comparutions au tribunal et a 2 médecins à ses côtés la plupart du temps. Et il est désespéré. Il a besoin de quelque chose pour sortir de ce processus. C'est un secret de Polichinelle en Israël que Gaza est un échec et qu'il est peu probable que cela change. Il considère simplement cela comme une sorte de gaspillage, vous savez, de vie de jeunes Israéliens. Je veux dire, je ne pense pas que nous devions avoir trop de sympathie pour cela, car ces jeunes Israéliens tuent aussi des Palestiniens et tuent des enfants palestiniens. Donc, vous savez, c'est la guerre, et c'est ce à quoi ils ont abouti. Mais il y a un ressentiment croissant et un sentiment de remise en question. Eh bien, qu'est-ce qu'Israël? Que représente-t-il? Comment allons-nous sortir de ce pétrin? C'est un énorme désordre. Et les tensions qui en résultent ébranlent vraiment les fondations mêmes de l'État. Netanyahou survivra-t-il jusqu'à la pause estivale à la Knesset? Je ne sais pas. C'est très incertain, car les Haredim, c'est-à-dire les Juifs orthodoxes, menacent de quitter le gouvernement à moins qu'une loi ne soit adoptée pour les exempter du service militaire. Ils ne veulent pas combattre à Gaza. Et les Ashkénazes, si l'on veut, les Juifs plus européanisés et laïcs, disent « Pourquoi devrions-nous envoyer nos fils et nos filles se faire tuer à Gaza si vous refusez de le faire? À la place, vous allez étudier la Torah tout le temps au lieu de vous battre pour le pays. » C'est donc une situation amère, vraiment amère là-bas. Tout est en train de s'effondrer. Ça s'effondre clairement. La question est, quelles seront les conséquences? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une situation nouvelle, et toute la région est en quelque sorte au bord d'une explosion d'une manière ou d'une autre, que ce soit en Iran ou à cause de l'Iran. Que va faire Trump? Je veux dire, il est dans une impasse, non? Il a dit, « Oh, je vais conclure un accord avec l'Iran. » Mais il n'obtiendra pas d'accord. Il n'obtiendra pas d'accord qui impose un enrichissement à zéro. Et comme Trump l'a dit dans sa dernière déclaration, nous irons où nous voulons. Nous prendrons ce que nous voulons. Nous ferons exploser ce que nous voulons. Nous irons dans les laboratoires et nous les ferons sauter aussi. Et nous enlèverons tout ce qui ne nous plaît pas. Cela n'arrivera pas. Alors, que va-t-il faire ensuite? Lorsque j'étais en Iran, et je vous laisse sur cette réflexion, de nombreux Iraniens, des responsables iraniens sérieux et haut placés, m'ont dit « Écoutez, il y aura un accord ou il n'y en aura pas. Et s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura peut-être pas de conséquences militaires. » Et ça a été assez intéressant. Ils ont dit non, parce qu'ils ne peuvent pas attaquer nos installations nucléaires. Regardez les changements que nous avons apportés à notre programme de missiles, les défenses aériennes que nous avions l'an dernier, qui ont été modernisées et renforcées pendant cette période. Non, ils ne peuvent pas, parce qu'ils savent aussi ce qui se passera. Et puis soudainement, dans cette équation, un nouveau fait apparaît. L'Iran affirme avoir acquis, pas seulement récemment, mais au fil du temps, une énorme quantité de renseignements sur le programme nucléaire israélien, dans les moindres détails. Donc ils savent où se trouvent tous, selon eux, je ne peux pas vous dire si c'est vrai, mais ils affirment connaître tous les sites nucléaires israéliens, y compris les sites secrets. Et je soupçonne que peut-être Netanyahou et certains des hauts commandants en Israël se tordent les mains et se demandent ce qu'ils vont faire.
parce que vous savez, il pourrait risquer une destruction totale si l'Iran détient réellement ce genre de renseignements sur eux. En ce moment, Israël bombarde également le Yémen. Je crois qu'ils viennent de bombarder le port de Hodeïda. Beaucoup de gens se demandent, étant donné le comportement d'Israël, et bien sûr le soutien apparemment total des États-Unis, ce que l'on peut observer à tous ces différents points. Israël mène une guerre génocidaire à Gaza, le Yémen continue de prendre position pour Gaza, et Israël doit faire face à cela. Il y a ensuite la question de l'Iran, ainsi qu'Israël qui s'étend en Syrie. Cela semble être un grand chaos. Pourriez-vous simplement résumer ce que vous pensez être la trajectoire générale ici? Oui. Eh bien, très brièvement, à Gaza, vous savez que le Hamas a libéré cet otage américano-israélien et avait compris du côté américain que cela entraînerait l'acheminement de fournitures à Gaza, que de l'aide arriverait à Gaza. Cela ne s'est pas produit. Ensuite, il y a eu un accord et une proposition négociée il y a quelque temps pour la libération des otages et la fin de la guerre. L'Amérique est revenue sur cet accord et a choisi d'adopter la position de Netanyahou à ce sujet en disant non, il ne s'agira que d'un cessez-le-feu temporaire. Non, ce ne sera pas permanent. Ce ne sera pas une fin de la guerre comme vous le souhaitez, et il faudra renégocier tous les autres aspects. Pendant ce temps, les Palestiniens là-bas sont repoussés de plus en plus loin dans une minuscule enclave, à la limite d'où, sans aucun doute, ils seront chassés, expulsés de Gaza vers un autre endroit. En d'autres termes, victimes d'un nettoyage ethnique. Quand on regarde la Russie, comme je vous l'ai déjà dit, où sont les signes? Pourquoi ne voyons-nous aucun signe? Pourquoi n'y a-t-il pas de reprise des vols directs? Pourquoi n'y a-t-il pas une sorte de processus progressif vers une normalisation des relations avec la Russie? Pourquoi voyons-nous la même chose se produire avec la Chine? Les deux parties se réunissent, puis soudainement, après qu'un accord a été conclu, l'Amérique impose de nouvelles restrictions sur les produits technologiques. Et la Chine répond, « Très bien, alors vous n'aurez pas nos terres rares. » Toutes ces choses n'avancent pas. Toutes ces choses arrivent à un point critique en ce moment, à moins qu'il n'y ait un grand changement. Et cela va se répercuter, et si l'on veut, alimenter la méfiance du côté financier, celle qui est si importante pour Trump, à savoir la capacité à maintenir l'hégémonie du dollar dans les échanges. Il l'a dit d'innombrables fois, oui, nous voulons faire cela, mais nous ne voulons pas perdre la primauté du dollar pendant cette période. Alors où tout cela mène-t-il? Cela conduit probablement à une érosion de ce projet, et c'est urgent, car la situation financière ne pourra pas être contenue longtemps. Comme je l'ai dit, chaque adjudication de la dette américaine est entachée d'une certaine incertitude, et tout le monde comprend qu'il faut agir. Mais si les taux d'intérêt commencent à augmenter, alors la bourse va commencer à baisser et il y aura alors des cris, beaucoup de cris douloureux, venant des détenteurs, des personnes avec des retraites, et d'autres en Amérique, disant « Regardez, que se passe-t-il » Et maintenant, bien sûr, nous avons Los Angeles. Donc je veux dire, est-il capable d'aller de l'avant? C'est la grande question. C'est la grande question que je me pose. A-t-il vraiment le pouvoir? Je veux dire, nous avons entendu toutes les fanfaronnades et les menaces que les Russes profèrent. Mais vraiment, a-t-il la base politique? A-t-il le poids politique pour réellement dire quelque chose, le penser, le faire, et convaincre Poutine, Xi et les Iraniens qu'il a effectivement la capacité de changer le paradigme? Je pense que le mot-clé ici est confiance. Il y a une énorme érosion de la confiance, en particulier envers le leadership américain. Quelle que soit sa définition, cette confiance diminue de jour en jour.